Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour et bienvenue au podcast d'Only Finance, un balado qui parle de finances et de sujets connexes avec des passionnée de la finance. Je me présente Caroline Charret. Je suis propriétaire du cabinet de services financiers Caroline Charret et je suis aussi l'animatrice principale de ce podcast. En fait, aujourd'hui, j'ai invité une bonne amie à moi. On est dans le même réseau d'affaires depuis 2016. En fait, moi, il faut savoir que j'ai un réseau de professionnels. On se rencontre une fois par mois. Donc, c'est tous des professionnels là, à qui on peut référer nos clients, à qui on échange justement ensemble pour tout simplement s'instruire, s'entraider et tout. Puis aujourd'hui, on va parler des aspects légaux, de succession, à quel point c'est important. Donc, je vous présente Marie-Ève Bergeron, donc Maître Bergeron. C'est rare que je t'appelle comme ça. Donc, Marie-Ève, comment ça va? Ça va super bien, Caroline. Merci beaucoup de ton invitation. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente d'être ici cet après-midi. C'est parfait. Fait qu'écoute, est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour te présenter, parler de ton parcours et tout et tout? Oui, certainement. Alors, comme Caroline a dit, mon nom est Marie-Ève Bergeron. Je suis notaire alors depuis 2017. Alors, ça va faire presque 7 ans là, au mois de mars. Mon bureau s'appelle Mousseau-Bergeron Notaire. J'ai un associé qui s'appelle Nicolas Mousseau. Donc, on est 2 notaires dans notre bureau. On est situé là, à Charlesbourg. Donc, on a une pratique là, qui est plutôt générale. Donc, on fait un peu de tout. On fait généralement là, de l'immobilier et beaucoup aussi de testament, mandat de protection, de règlement de succession. Ben, pas de règlement là, en tant que tel au complet, mais on fait plusieurs étapes là, au niveau du règlement des successions et pas mal un petit peu là, de tout le reste. Là, mais en général, c'est pas mal ça notre pratique au bureau. Donc, voilà. Parfait. Bien, merci. C'est sûr que nous, en tant que professionnels, au niveau de la finance, bien, on parle souvent des aspects légaux, justement, de la succession. Tu sais, on n'est pas des notaires. J'ai jamais étudié en droit non plus. On a eu quelques notions, là, évidemment, de ce côté-là. Mais ça fait partie des 7 champs de la planification financière. Fait que c'est sûr que, en fait, ça va beaucoup... Bien, lorsqu'en fait, ça va beaucoup plus loin, puis de nos connaissances, là, on va référer à justement des professionnels comme toi, lorsqu'on a besoin de faire appel justement au testament, à divers contrats, comme tu as mentionné. Donc, aussi, pour information, le mois prochain, je vais faire une capsule qui est comme plus par rapport à ma vision des choses, puis qu'est-ce qui pourrait être sur nos conversations là, d'aujourd'hui. Je fais toujours une petite mini-capsule là, pour revenir un petit peu de mon point de vue de professionnel. Donc, vous irez rester à l'affût pour le prochain mois. Donc, moi, avant ce podcast-ci, j'ai fait une recherche, en fait, parce que j'étais vraiment curieuse de savoir combien il y a de Québécois qui n'ont pas de testament. Fait qu'on peut commencer avec ça. Lorsque j'ai fait ma recherche, j'ai été vraiment surprise parce que j'ai vu qu'on parle de près de la moitié, ce que je juge vraiment énorme quand on connaît là, les conséquences de décéder sans testament. On va en parler d'ailleurs. Donc, est-ce que toi, tu pourrais m'expliquer un petit peu pourquoi c'est important de faire un testament pour commencer? Oui, ben en fait, comme tu as dit, là, si je peux faire un peu de pouce, souvent les gens, là, ils vont pas faire de leur testament une priorité. Là. On a souvent d'autres projets, on remet ça plus tard. Même chez mes amis, là, j'en ai beaucoup qui me disent « Hey, il faut qu'on se voit pour notre testament. » Puis à chaque fois qu'on se voit, ils me disent ça. Je prends rendez-vous. Fait que les gens, malheureusement, ils font pas de leur testament une priorité. Fait que c'est pour ça, je pense que ça explique là, qu'il y a à peu près la moitié, là, un Québécois sur 2, là, que c'est pas fait encore. Ce que je me fais dire aussi souvent, c'est « Ah, je vais attendre d'avoir des enfants, je vais attendre de terminer ma famille, je vais attendre de déménager, je vais attendre d'acquérir, je sais pas, telle entreprise. » Mais vous devez savoir, en fait, qu'on n'a pas besoin d'attendre toutes ces situations-là parce que la façon dont nous, on va le rédiger, ça va être fait plus large. Ce qui fait que même si vous n'avez pas encore d'enfants, on peut les inclure dans la rédaction du testament. Faire une annexe. Pas une annexe, okay. On va faire comme des cas de prédécès, mettons. On va dire dans la rédaction, au niveau des legs, mettons, je lègue tout à mon conjoint. Mais si mon conjoint n'est plus là, qu'est-ce qui arrive? T'sais, ça va aller à mes enfants.
même si j'ai pas encore d'enfant, on peut les inclure tout de suite. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir vos enfants. Qu'est-ce qui arriverait si... Il n'y en a pas, mais on va plus loin encore. Mettons, OK. on va dire, si j'ai pas d'enfants ou si tous mes enfants sont décédés, on peut aller inclure même nos petits-enfants qui sont pas encore existants. Qui n'existent pas. Le scénario aussi de la catastrophe commune, ça, on va quand même loin là, dans le testament pour, en fait, que vous n'ayez pas à revenir nous voir là, à toutes les années ou à tous les 5 ans là, pour refaire votre testament. C'est sûr que s'il y a un changement majeur, souvent une séparation ou un décès d'une personne qu'on va avoir désignée dans le testament, là, à ce moment-là, on va devoir apporter des modifications. Mais en général, on dit qu'on doit réviser là, notre testament aux 10 ans. Fait que c'est faux de penser qu'on doit attendre là, que notre situation se stabilise ou que quelque chose d'important qui s'en vient doit arriver avant de faire le testament. Absolument pas. Là, on va vraiment là, rédiger de façon large. Puis même chose, souvent, les gens vont penser qu'on va énumérer là, tout ce qu'on possède dans le testament, telle résidence. On va quand même plus large que ça. Là. Des fois, il y a des situations où on a besoin de détailler là, certains legs qu'on va appeler des legs à titre particulier. Donc, à ce moment-là... Tu me remets dans mes cours. Oui, c'est ça, exactement. C'est faux de penser que, avant d'aller voir le notaire, on doit faire tout un inventaire de tout ce qu'on possède, de tous nos comptes. Souvent, là, les gens vont sortir de mon bureau et vont dire « Ah, c'était que ça, c'est plus simple là, que ce que les gens vont penser ou avoir en tête là, quand ils n'en ont jamais fait. » Donc, rassurez-vous, vous pouvez venir nous voir là, pour rédiger votre testament. À n'importe quel âge, le plus tôt possible. C'est ça, exactement. Puis souvent, ce qui est malheureux, c'est qu'on va vivre quelque chose, un décès qui va nous apporter des complications parce qu'il n'y a pas de testament. Puis là, on se rend compte, comme tu as dit, de l'importance de ce document-là. C'est ça. J'ai souvent, en fait, là, j'ai plusieurs tranches d'âge dans ma clientèle. Puis, des fois, les jeunes qui sortent des études, puis tout, là, ils ont des dettes, là, souvent. C'est plate à assurer des dettes d'études, là, mais je leur explique déjà en partant que sont mieux d'assurer leur dette d'études quand même en cas de décès parce que là, c'est leurs parents qui se ramassent avec cette dette d'études-là parce que là, ils n'ont pas de conjoint, pas d'enfant, pas de maison, pas rien. C'est ça. Mais des fois, ils disent « Ah, ben là, c'est pas nécessaire le testament. » C'est sûr que dans ce contexte-là, mettons qu'ils ont vraiment rien pantoute, qui habitent encore chez leurs parents. Ils sont dans le négatif. Ils sont dans le négatif. Ben là, on va parler du refus un peu plus tard, là, mais oui, OK, j'ai dit la pire chose qui va arriver, ben, c'est que, tes parents vont hériter de tes dettes, là, mais je les informe quand même là, de ce côté-là. Puis ça me permet de te demander justement... dans le fond, quand on décède sans testament, fait que là, je pense ils appellent ça Abentesta. Là, Abentesta, oui, c'est ça, exactement. Fait que quand on décède à Abentesta, c'est quoi les règles? Là? Parce que je me souviens, dans le fond, on a sans enfants, avec enfants. Là, les conjoints pas mariés, on va en parler aussi. Mais il y a comme une règle parce que des fois, les gens que je rencontre, ils disent « Ah, mais tu sais, on est mariés, fait que de toute façon, tu sais, ça s'en va tout à l'autre. » Ou bien « Ah, ben là, on a des enfants, fait que tu sais, automatiquement, ça se règle, tu sais. Fait que, mais c'est pas ça, la situation. C'est ça. C'est qu'en fait, quand on décède sans avoir fait de testament, c'est la loi qui va décider qui sont nos héritiers, comme tu viens de dire, selon notre situation. Mais ça implique aussi que... suite au décès, on va devoir aller faire un document qui s'appelle une déclaration d'hérédité chez le notaire. Donc, à ce moment-là, dans ce document-là, on vient justement dire qui sont les héritiers. Puis, on va aussi pouvoir désigner un liquidateur. Là. En fait, c'est les héritiers qui vont désigner un liquidateur suite au décès. Que lorsqu'on a un testament, on n'a pas besoin de faire cette démarche-là. Là. Le testament va s'appliquer tout de suite au décès. Donc, ça fait une démarche de plus. Donc, des délais de plus, des coûts de plus au décès. Fait que même si, en fait, l'effet de la loi nous convient, on dit, ben, tout va à nos enfants, mais nos enfants au décès, ils vont quand même là, avoir à faire cette démarche-là. C'est ça. Puis on n'est pas dans... tu sais, des fois, les gens font « Ah, mais tu sais, ça va être ça. » Sauf que, tu sais, t'es pas dans l'état d'esprit que t'es quand tu perds un proche non plus. Là, que c'est ça, t'es dans le deuil, exactement. Donc, les gens ont souvent pas la tête à ça. Puis, c'est ça, là, quand on vient faire notre testament, on le fait pas pour nous, malheureusement, parce que quand ça va arriver, on sera plus là. On le fait vraiment pour nos proches. Là, fait qu'il faut avoir peut-être ça en tête. Donc, c'est sûr que c'est là que c'est important. Exactement. Et pour revenir à ta première question là, concernant les différentes situations, je me suis pris là, quelques petits... ben oui, moi aussi, j'ai mes notes. quelques petits cas. Donc, premièrement, où on aurait un couple qui serait pas marié, donc qui serait conjoint de fait et qui aurait des enfants. Donc, c'est ce que tu viens de nous mentionner. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on n'est pas marié, les conjoints de fait n'ont aucune obligation, aucun droit l'un envers l'autre là, en cas de séparation ou en cas de décès, ce qui fait que si on n'a pas de testament, le conjoint de fait ne va pas hériter.
Exact. Quand on a des enfants, donc évidemment, tout leur revient là, en part égale entre eux. Donc, ça, c'est bien. Mais après ça va nous amener là, d'autres soucis là, si on a des enfants mineurs qu'on pourra discuter là, dans quelques instants. Fait que ça, c'est si jamais on avait un couple qui n'est pas marié. Ensuite, si jamais on a un couple marié qui aurait des enfants, donc si on n'a pas fait de contrat de mariage où on vient donner tous nos biens à l'autre, là, qui vaut comme une disposition testamentaire, à ce moment-là, le conjoint, le mari ou la femme va hériter d'un tiers de la succession et 2 tiers vont aux enfants. Alors, ce qui fait que si nos enfants sont mineurs, on va avoir le même problème. Là. Mais même s'ils étaient aussi majeurs, on ne veut peut-être pas nécessairement de notre vivant. Ben, si notre conjoint est vivant, notre mari, notre femme, que ça soit tout de suite les enfants qui héritent. T'sais, normalement, on veut que ça soit au dernier décès, justement. Exactement, là, parce que si on a une propriété, ben là, les enfants, si c'est 50-50, les enfants se ramassent avec 2 tiers du 50 %. Donc, en effet, il va falloir comme faire un autre acte, là, que ce soit de cession des droits là, des enfants envers le parent. Fait que ça aussi, ça va amener. Si je me trompe pas, me semble aussi que si tu décèdes sans enfant, marié, c'est ton prochain enfant. C'est pas absolument. Un tiers aux parents. Exactement. Donc, lorsqu'on est marié puis qu'on n'a pas eu d'enfant, donc toujours là, sans testament puis sans contrat de mariage là, avec une disposition testamentaire. Alors, c'est seulement 2 tiers là, qui va au conjoint puis on a 1 tiers qui va être attribué aux parents. Puis si les parents sont pas là, aux frères et sœurs, neveux, nièces, les collatéraux privilégiés qu'on appelle dans la loi. Donc, c'est faux de dire hey, « moi, je suis mariée, tout ça est va beau. » aller la dernière ligne, je crois, là. Fait que ça va descendre jusqu'à temps qu'il y ait un bénéficiaire, justement, qui soit relié à cette tranche. Exactement. Fait que, exactement. On s'en sort pas. Le mariage, ça fait pas là, que... Oui, c'est ça. Ça règle pas le souci là, du testament. Puis si jamais on est célibataire et qu'on n'a pas d'enfant, souvent la situation où deux personnes vont s'acheter une propriété ensemble, 50-50, ils n'ont pas encore d'enfant. Donc, s'il y en a un des deux qui décède, donc sans testament, c'est bien, il va aller 50 % à ses parents puis 50 % à ses frères et sœurs et neveux, nièces, là, s'il en a, si on devait se rendre à eux. Là. Exact. Ce qui fait que si tu es propriétaire avec ton conjoint, ta conjointe, puis que ton conjoint décède, ça part, revient à ses parents et ses frères et sœurs, ce qui fait que tu vas devoir t'entendre avec eux. Exact. Voilà. On espère d'avoir une bonne relation avec notre belle famille. Voilà. Mais tu sais, des fois, il y a justement des conflits dans les familles, fait que ça pourrait être un cauchemar. Là, c'est ça, l'argent, ça amène bien des conflits. Exactement. Donc, des fois, tout va bien là, du vivant, puis là, il y a un décès, puis là, comme tu dis, il y a de l'argent en jeu. La chicane peut venir rapidement, malheureusement. Là, en plus du deuil, là, c'est des situations qui sont vraiment plates à vivre. D'autant plus que, tu sais, ben, encore une fois, quand on rencontre nos clients, justement, ben, tu sais, il y a le volet de l'assurance vie que tu peux protéger ton prêt hypothécaire. Mais tu sais, comme je leur dis à mes clients, ben beau protéger ton prêt hypothécaire si... Tu sais, oui, ça te donne l'argent pour payer le prêt du défunt puis tout ça, mais il faut quand même que tu t'entendes avec la belle famille pour l'apport de ton conjoint. Exactement. C'est pas parce que l'hypothèque est payée que sa part te revient. L'assurance vie, ça règle pas. Exactement. Fait que l'un va pas sans l'autre, finalement. Puis, autrement dit, les conjoints de fait, il faut voir ça comme si t'achetais une business avec ton ami. Là. Fait que même si c'est pas ton ami, mais c'est la même valeur aux yeux du gouvernement, finalement, tu sais. Exactement. Là, la loi ne prévoit absolument rien là, pour les conjoints de fait. Donc, c'est ça. Peut-être que ça va changer un jour, mais pour l'instant, c'est pas... en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Non, c'est ça. Ça semble pas être dans les plans là, du législateur. Là, c'est exact. Puis ça me permet de dire, justement, au niveau des testaments, ben, il existe plusieurs formes de testaments. On a le testament devant notaire, on a holographe, il y en a un autre aussi. Devant témoin, exactement. Devant témoin. C'est les 3 formes. Mais tu sais, c'est sûr que, oui, tu sais, c'est sûr, il y a des frais pour faire appel à un notaire, c'est comme n'importe quoi. Puis, tu sais, n'importe quel professionnel se fait souvent challenger sur les frais et tout. Mais dans le fond, dans la vie, moi, je pense toujours que ça vaut la peine de payer pour que les choses soient faites en bonne et due forme. C'était mieux d'avoir un paiement de, mettons, 300$ de plus que, tu sais, d'avoir payé 300$ de moins, puis finalement, c'est pas fait de la bonne façon parce que ça a moins bien été fait. C'était quelqu'un qui avait moins d'expérience ou quoi que ce soit. Tu sais, rendu là, tant qu'à le faire, t'es mieux de le faire en bonne et due forme parce que, comme on s'était parlé, bien, il y a des frais
après pour la succession quand même dans les autres formes de ça, testament. Exactement. Donc, comme Caroline a dit, il y a 3 formes de testament qui sont prévues là, dans la loi. Testament holographe où la personne va l'avoir entièrement rédigé à la main et signé. Fait que ça, c'est pour que ce soit valide. Ensuite, la deuxième forme, ce serait devant 2 témoins. Donc, c'est signé là, à la fin devant 2 personnes qui vont confirmer là, que la personne, c'est bien ses dernières volontés. Puis, il y a le testament qui est fait devant le notaire. Donc, c'est sûr que, comme tu as dit, il y a des frais pour préparer ce document-là, alors que les 2 autres, on peut peut-être éviter ça. Par contre, l'avantage du testament notarié, c'est qu'au décès, il va être tout de suite exécutoire. Donc, on n'a pas de procédure à faire pour le mettre en vigueur, tandis que les 2 autres, là, le holographe puis le devant témoin, on doit le faire vérifier devant le tribunal. Alors, puis ça, les frais qui sont reliés à ça là, sont pas mal plus élevés que les frais de la préparation par un notaire. Et puis, c'est pas juste des frais, c'est des délais aussi. Là. On sait que le système judiciaire, c'est pas le plus rapide au Québec. Donc, on a des délais, comme on a dit tantôt, les proches sont dans le deuil, ils peuvent même pas avancer, ils peuvent même pas ouvrir un compte de succession parce que tant que le testament n'est pas vérifié, il y a rien qui se passe. Donc, tu sais, c'est des délais, tout ça. Puis, ça se peut même que le testament qui a été fait de cette façon-là soit incomplet. Ça m'est déjà arrivé. Donc, le testateur a fait un testament holographe où il prévoit différents legs, des legs précis, parce que lui, évidemment, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de formation juridique. Il va dire, par exemple, je lègue ma maison à telle personne, puis je lègue mon entreprise à telle personne. C'est bien, parfait. Mais tout le reste, ça va à qui? Fait que là, à ce moment-là, il a fallu, ça m'est déjà arrivé, il a fallu aller faire vérifier le testament devant le tribunal. Donc, c'est là, ça. C'est les héritiers qui payent pour ça, évidemment, parce qu'il y a des frais. Oui, c'est ça. C'est des frais qui sont assumés par la succession. Mais donc, il y a cette première étape-là. Puis pour tout le reste, c'est comme s'il n'y avait pas de testament. Donc, on doit faire la déclaration d'hérédité. Cette personne-là non plus, il n'y avait pas désigné de liquidateur, ce qui fait qu'il a fallu tout régler à part. Sûrement qu'il voulait faire ça pour sauver des frais. C'est pas toujours la préoccupation. C'est mieux que rien, là, ça, c'est sûr et certain, mais quand même... rendu là, il aurait été... c'est parce que oui, en effet, là, ses volontés ont été respectées, mais donc, ça a été super compliqué. Mais là, pour le reste, est-ce que ça a été géré comme s'il n'y avait pas de testament? C'est ça. Donc, selon ce qu'on appelle la dévolution légale, donc c'est la loi qui va décider qui sont les héritiers, alors que lui, dans le fond, il voulait éviter de donner tout ça, mettons, à ses parents ou à ses frères et sœurs. Ça leur est revenu de toute façon. Donc, c'est ça. Le fait de pouvoir faire le testament devant le notaire, c'est que vous bénéficiez de conseils d'un professionnel qui en fait à tous les jours. Donc, exact. Ça va être bien fait. Au décès. Puis je pense qu'il n'y a pas de différence, là, que ce soit holographe ou devant témoin, c'est le même processus pareil. C'est ça. Dans les 2 cas, il faut le faire vérifier. Là. C'est juste que c'est ça. Je sais qu'il existe des différentes formes là, sur Internet où ça peut coûter 200 $. Puis il y a un notaire de la Chambre des notaires qui va approuver ou je sais pas. Mais dans tous les cas, même s'il a fait ça, c'est pas un testament qui est notarié. C'est plus... mais ça, c'est bon de le dire parce que les gens pourraient penser que vu qu'il y a un telle témoin... aubaine, 200 $, c'est juste qu'il va vous en coûter peut-être 2-3 000 de faire vérifier suite au décès. Fait que c'est pas Fait qu'à quoi ça servirait de passer par cette plateforme-là? C'est parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que... alors, les frais sont moindres du vivant. Puis, au décès, il y a des assurances-vie, il y a tout ça qui pourrait aider à... s'il y en a. S'il y en a, c'est ça, exactement, qui pourrait aider à payer ça. C'est pas tout le monde qui décède avec des actifs, des assurances-vie. Exactement. Fait que... Mais... Je me permets aussi de te partager un cas vécu dans ma clientèle. On nomme jamais les noms des gens, mais on peut quand même parler, en gros, là, de qu'est-ce qui s'est passé. C'est une référence que j'avais eue. Ça fait quelques années, en fait, il y avait... les parents étaient déjà séparés. Fait qu'il y avait 2 enfants ensemble. Puis, le monsieur, il y avait des entreprises, immeubles à revenus et tout ça. Il est décédé d'un accident de voiture. Donc, c'était vraiment soudain. Malheureusement, le pire scénario possible, en fait, pas d'assurance, pas de testament. Je me souviens plus s'il y avait des associés là, en plus, là, mais ça, je me souviens pas s'il y avait en plus peut-être même pas de convention d'actionnaire. Fait que c'est un super, c'est beau dossier. Fait qu'on me l'a référé parce que, bon, malgré qu'il n'y avait pas d'assurance-vie, c'est sûr que en raison de l'accident de la SAC, là, les enfants ont hérité de sommes assez importantes. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars le même. Donc, moi, pour cette partie-là, le reste de tout ce qui est en fait, comment je peux dire ça, le règlement de la succession et tout ça, moi, c'était pas de mon ressort, mais fallait que je dise à la mère, dans le fond, parce que c'est la mère qui gère. C'est pas les enfants qui ont communiqué avec moi, là, nécessairement. Fait que là, fallait que j'aide la mère avec, justement, les placements puis tout ça, parce qu'il y avait des sommes d'argent importantes, puis là, elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec ça. Fait que
Qu'est-ce qui arrive? Bien, évidemment, comme le monsieur est décédé sans testament, puis on a dit tantôt, lorsqu'il y avait des enfants, ça leur revient à 100 Par contre, quand on a des enfants qui sont mineurs, qui héritent d'un montant d'argent supérieur à 40 000 donc à ce moment-là, on va devoir constituer un conseil de tutelle de 3 personnes qui va être composé en fait des 2 familles, donc du côté maternel, du côté paternel. Et ce conseil-là va devoir donner son avis, puis devoir autoriser là, certaines décisions du tuteur là, qui va rester, donc du parent survivant. Donc, ça peut être assez cauchemardesque là, si on pense qu'on s'occupe de nos enfants, puis en plus, on doit faire affaire avec 3 personnes, là, incluant de la famille de notre ex, parce que dans ce cas-là, ils étaient séparés. Exact. Donc, c'est pas toujours super. Exact. Je sais pas si dans ton cas, le monsieur avait des immeubles. Oui, il y avait des Oui, immeubles il y avait en plus. des immeubles en plus. Donc là, les enfants deviennent propriétaires des immeubles. Exact. Puis s'il y avait donc d'autres copropriétaires, soit un associé ou quoi que ce soit, ça fait que les enfants étant propriétaires d'immeubles pour réhypothéquer ou pour vendre les immeubles, non seulement on a besoin de l'autorisation du conseil de tutelle, mais aussi de l'autorisation du tribunal. Donc ça devient assez compliqué là, de faire n'importe quel mouvement là, de ce côté-là. Je me souviens qu'elle m'en parlait parce que là, on s'est donné un suivi. Tu sais, ça fait quand même 2-3 ans de ça au moins. Puis la dernière fois, parce qu'on se parle pas à chaque semaine, là, un moment donné, c'était tellement complexe là, que c'était même pas encore réglé. Fait que là, pendant que c'est pas réglé, juste le conseil de tutelle. Là, parce que là, en tout cas, long short story, là, c'était supposé être certaines personnes, là, c'était plus ces personnes-là. Fait que là, il fallait qu'elles s'en trouvent d'autres. Puis tu sais, c'est pas tout le monde là, que ça leur tente de faire ça nécessairement, puis ils n'ont pas d'obligation de le faire non plus. Puis là, en plus, tu sais, une fois que ça c'est réglé, ben là, il y a les placements présumés sûrs. Ça, j'ai vraiment eu du fun avec ça parce que t'sais, nous, dans notre domaine, on a des ressources quand même pour s'informer. On n'a pas la science infuse, là, même si on a appris ça quand on a étudié en finance, quoi que ce soit. Si tu n'en as jamais eu de cas comme ça, tu t'en souviens plus. Là, après, ça fait plus que 10 ans que je fais ça. Là, fait que ça m'était jamais arrivé. Fait que là, j'essayais de m'informer, ben, c'est quoi les placements présumés sûrs. Puis c'était comme une patate chaude. Là. Ça a été vraiment long avant que j'aie la réponse. Puis même là, j'étais en train de faire mon titre de plan fin, fait que j'ai revu ça même dernièrement. Puis c'est clair, mais c'est pas si clair que ça. Il faut que ça soit aux États-Unis, au Canada, mais ça peut pas. Il faut que ça soit des fonds mutuels, mais dans le fond, 60 maximum en actions. Mais les actions, il ne faut pas qu'ils soient à telle place. Puis en plus, dans les placements, tu as souvent des mélanges de plusieurs actions dans les fonds mutuels. Fait que là, il faudrait que tu sais, quasiment, bon, on n'est pas arrivé là encore avec la cliente, mais il va quasiment falloir que j'analyse chaque fonds pour être sûr que c'est vraiment tout au Canada c'est ça, ou tout aux États-Unis, puis qu'il n'y a pas une grenaille qui est ailleurs. Là. Fait que c'est vraiment... c'est un casse-tête. Non, exactement. Exactement. Puis aussi, il y a même une autre chose là, qui est importante de savoir, c'est que si tes enfants sont héritiers de la succession là, de ton conjoint ou quoi que ce soit, toi, en tant que tuteur, c'est toi qui vas aller désigner le liquidateur parce que comme il n'y a pas de testament, ça n'a pas été fait. Et le tuteur ne peut pas se désigner comme liquidateur. Ça doit être une autre personne. Donc, ça prend, encore une fois, quelqu'un qui veut s'impliquer, là, comme tu dis. Tant au niveau du conseil de tutelle, ben ça, c'est un autre rôle, là, le rôle de liquidateur, mais c'est quand même pas un cadeau là, à donner à quelqu'un. Puis c'est pas surtout pas c'est ça, exactement. Donc, le tuteur ne peut pas être liquidateur, ce qui vient encore là, complexifier. Là, dans cette situation-là. Lorsqu'il n'y a pas de testament, c'est ça. Puis ce sont des enfants mineurs qui héritent. Donc, le parent survivant ne peut pas se désigner, là, ou même s'il est lui-même héritier. Donc, c'est des nouvelles... Mais s'il y avait un testament qui le désignait, ça serait correct. Oui, c'est ça, exactement. Dans le testament, on peut désigner des liquidateurs. On peut aussi mettre des remplaçants. Là, comme j'expliquais, on va essayer d'aller assez loin pour pas qu'on ait à faire le testament là, à toutes les situations qui pourraient arriver. Exact. Ce qui fait que, oui, le testament, c'est pas mal la solution là, lorsqu'on a des enfants mineurs. Parfait. Fait que, merci pour ce partage-là. Ça éclaircit. Ça éclaircit le fait que c'est compliqué, finalement. Oui, c'est ça, que c'est très important de... Parce que, tu sais, chaque situation est vraiment propre à elle. Puis justement, tu sais, là, on parle de décès, de succession, puis tout ça depuis un petit bout, mais...
tu sais, c'est possible là, de refuser une succession, en fait, là, qu'elle soit rédigée par testament ou qu'elle soit non rédigée par testament. Ça, exactement. Mais il y a des règles, il y a des délais à respecter. Exactement. Dans le fond, lorsqu'une succession va être déficitaire, c'est là où on a intérêt, là, évidemment, là, à y renoncer. En principe, on a un délai de 6 mois pour renoncer à la succession. La renonciation doit être faite par acte notarié, donc devant notaire, pour que ce soit là. Donc, faut que tu payes même si tu renonces. Exactement. Donc, il y a des... Oui, c'est ça. Souvent, les gens, ils comprennent pas ça, mais en effet, là, nous, on fait un acte puis on l'envoie, là, les copies là, au bien non réclamé. Donc, à ce moment-là. Puis, il faut aussi savoir là, on peut poser des gestes qui peuvent emporter une acceptation tacite. Tu sais, si on prend les biens du défunt, on mêle ses affaires, on joue dans ses comptes, ça peut être interprété comme une acceptation là, tacite. Donc, il faut vraiment s'assurer au décès, si on veut renoncer, de vraiment toucher à rien puis de vraiment rien prendre. On peut pas juste accepter. Exactement. Par contre, le délai, il peut être prolongé là, par autorisation du tribunal. Il y a d'autres exceptions. Là, mais généralement, il faut penser 6 mois si on veut renoncer. Sinon, on va être présumé accepter là, la succession. Automatiquement par défaut. C'est ça. Tu ne peux pas revenir en arrière et dire... judiciairement, oui, là, mais encore une fois, il faudra aller devant le tribunal. Là. Il y a certaines exceptions, là, mais si on retient, là, en gros, là, retenir 6 mois, puis... tu vois-tu des gens... parce que, tu sais, des fois, moi, justement, là, dans des chalets ou des choses comme ça, puis qui veulent conserver le chalet, par exemple, puis là, ben on ne rentrera pas trop dans la comptabilité parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, là, mais tu sais, justement, ils veulent le conserver, mais là, à cause des dettes, ben c'est pas possible parce qu'il faudrait qu'ils empruntent pour pouvoir le conserver ou quoi que ce soit. Fait que dans ce temps-là, ils vont le laisser aller tout au gouvernement, finalement, là, s'ils refusent. Là. Bien, c'est sûr, ça doit dépendre aussi de l'ampleur là, des dettes. Là. Ça doit être quelque chose qui arrive pas. Mais sinon, tu sais, s'ils sont copropriétaires avec le défunt, il y a sûrement moyen, en fait, il y a moyen de s'entendre avec le gouvernement pour racheter la part suite à ça. Là, mais... Ça doit être complexe. C'est assez, honnêtement, c'est assez rare. C'est pas le genre de dossier que je vais traiter, là, moi, de mon côté. Là, mais il y a sûrement moyen de moyenner, comme Oui, c'est ça, exactement. Tantôt, on parlait des conjoints de fait. Je pense qu'on a déjà stipulé, là, justement, que, bon, quand il y a un décès, ben il n'y a rien qui se passe à part le fait que tu étais copropriétaire sur un bien avec quelqu'un. Ça m'amène à te parler du patrimoine familial. Fait que, dans le fond, le patrimoine familial, ça s'adresse plus, justement, aux gens mariés, là, pour le partage et tout ça. Exactement. Ou unis civilement, mais comme on disait dans notre... on s'est fait un petit meeting là, avant notre podcast, ben, l'union civile attend à disparaître parce que quand ça a apparu, en fait, c'est plus pour des gens de même sexe parce qu'on ne pouvait pas se marier. Puis après, ça a été... Puis il y a une parenthèse, je voulais faire là-dessus parce que j'avais une cliente récemment là, que j'ai rencontrée, puis elle pensait que il y avait une différence entre union civile puis mariage. Elle pensait que mariage, c'était comme religieux. C'est ça, ça a une connotation plus religieuse au niveau du mariage. Mais il y a moyen de se marier quand même au palais de justice ou au bureau. C'est les mêmes règles. Oui, là, c'est ça. Pas, exactement. Je dirais là, que c'est très, très rare là, qu'on voit ça, l'union civile. Ça existe quand même. Oui. Puis c'est les mêmes règles, en fait. Là, c'est que quand on se marie, c'est ça, comme Caroline vient de dire, il y a le patrimoine familial qui s'applique là, automatiquement, peu importe le choix du régime matrimonial là, qu'on va faire. Donc, le patrimoine familial, ce que ça implique, c'est que tout ce qui fait partie du patrimoine et qui est accumulé pendant la durée du mariage, c'est séparé en deux entre les époux là, lorsque il va y avoir dissolution du mariage, soit en cas de décès et soit en cas de séparation. Puis, ce que ça l'inclut, donc le patrimoine familial, ça va être tout ce qui a été cotisé au régime de retraite par les époux, chacun des époux. Ensuite, les résidences de la famille, donc la résidence, la maison, les autres résidences aussi comme les chalets, tout ce qui est utilisé là, pour la famille, les biens meubles aussi qui composent les résidences, puis il y a aussi les véhicules automobiles là, qui sont utilisés par la famille, là, qui font partie du patrimoine familial. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas renoncer à l'avance. Des fois, les gens viennent me voir puis nous autres, non, je veux pas partager mon fonds de pension. Mais malheureusement, oui, c'est ça. Nous autres, on se marie, mais on veut pas partager. Mais faut savoir que c'est pas possible de renoncer à l'avance. Donc, on peut seulement c'est possible de renoncer, par exemple, là, mais c'est au moment où on y a droit. Là, puis il faut faire aussi le calcul. Donc, oui, c'est fameux pour calcul. pouvoir renoncer. Donc là, on fait le calcul là, donc de la part qui revient à chacun des époux dans le patrimoine. Et puis là,
on fait renoncer là, à cette valeur-là. Fait que ça se peut que la personne, ça lui tente moins de renoncer quand on va voir ce à quoi elle a le droit, mais on peut pas dire à l'avance dans un contrat de mariage qu'on veut renoncer à ça. Donc, c'est pour le... Puis, on parlait de calcul, justement. Tu sais, des fois, on dit... dans quand tu entends les gens parler, ils disent « Ah, c'est la moitié que tu sépares », mais tu sais, c'est pas nécessairement la moitié de la maison, la moitié du chalet. Qu'est-ce qu'on va faire, finalement, c'est qu'on prend les actifs de chacun, puis là, on fait un calcul, si je me trompe pas, puis à la fin... Pour le patrimoine familial, créance, le patrimoine familial, c'est la moitié de la valeur qui est accumulée. Par contre, là, ce que tu penses, c'est les régimes matrimoniaux. C'est ça, OK. Donc, c'est ça. Il y a 2 régimes matrimoniaux au Québec. Donc, le premier, c'est le régime légal qui s'appelle la société d'acquêt. Quand on dit que c'est le régime légal, c'est que lorsqu'on ne va pas faire de contrat de mariage, c'est ce qui va automatiquement s'appliquer. De moins en moins, les gens font des contrats de mariage. De moins en moins? Oui, de moins en moins, je te dirais. Ouais, j'aurais pensé qu'ils en faisaient de plus en plus. Non, les gens de notre époque, là, je sais pas si toi, Caroline, oui, t'en as un contrat de mariage. Moi aussi. Mais je te dirais que la plupart de mes clients, là, qui ont notre âge, qui sont mariés, en ont pas fait. Peut-être qu'ils se renseignent moins, là, justement, sur les impacts légaux de se marier. Mais autrefois, dans les années de nos parents, 70, 80, 90, les gens allaient automatiquement chez le notaire faire un contrat de mariage pour faire un choix. Mais j'ai l'impression que notre génération est plus à l'aise avec le mariage que, mettons, l'autre ou l'autre d'avant. Là. C'est sûr que la situation est différente parce que peut-être que dans ces années-là, le patrimoine familial était super pertinent parce que il y avait, mettons, le mari qui allait travailler puis la femme qui restait à la maison. Donc, elle, pour lui assurer là, quelque chose de s'il arrivait dissolution, soit un décès ou une séparation, c'est à ça que ça servait. Mais là, de nos jours, les 2 conjoints, on se fait un travail, c'est ça, ont des revenus. Donc, c'est peut-être là que c'est un petit peu moins pertinent. Puis même, tu sais, des fois, quand on a une entente différente, ça se peut là, que les gens, mettons, il y en a un des 2 qui va être propriétaire pour 60 % de la maison, l'autre 40 fait que, on a moyen de s'arranger autrement que par le patrimoine, mais ça demeure que ça existe encore. Donc, c'est encore ça dès qu'on se marie. Là. C'est sûr que quand tu as des business puis tout ça, bon, ça change quelque chose de se marier en séparation de biens ou pas, mais si tu es 2 travailleurs avec des fonds de pension puis c'est quasiment équivalent, tu sais, honnêtement, il n'y aura pas tant de grosses différences entre la société d'acquis et la séparation de biens. Là. C'est ça. En fait, la séparation de biens, là, j'ai pas encore expliqué la différence entre les 2. La séparation de biens, pour être marié là, sous ce régime-là, il faut faire un contrat de mariage. Donc, il faut faire le choix de s'assujettir là, à la séparation de biens. Ce que ça implique, en fait, la séparation de biens, c'est que, outre le patrimoine familial, chacun des époux va reprendre tous les autres biens là, qui lui appartiennent. Donc, que ce soit des placements, d'autres immeubles, des immeubles à revenus, les autres placements qui ne sont pas des fonds de pension. Oui, c'est ça, exactement. Les serait pas enregistré. Exactement. Donc, les CELI, par contre, c'est ça, ça rentre pas dans le patrimoine familial. Mais c'est ça. Donc, les entreprises, surtout, fait, comme tu viens de dire exactement, quand on est en affaires, qu'on a un partenaire ou peu importe, même si on n'a pas de partenaire d'affaires, c'est important parce que ça peut avoir de lourdes conséquences là, si on n'a pas fait le contrat là, de mariage qui va choisir la séparation de biens. Parce que la société d'acquêt, ce qu'on vient faire là, dans ce régime-là, c'est que tous les autres biens, toutes les valeurs accumulées pendant le mariage sont séparées en 2 entre les époux. Donc, fait que là, c'est une société, il faut que tu calcules les acquis. Oui, c'est ça, exactement. Le calcul est assez compliqué. Là. Encore une fois, ça, c'est pas ma spécialité. Mais c'est ça, tout ce qui est accumulé pendant le mariage va être séparé. Là. Oui, exactement. Comme tu dis, il y a des cas où ça peut être pas trop catastrophique, là, où les époux ont des trucs similaires, là, des emplois similaires, puis ils achètent des immeubles ensemble. Fait que ça se peut que ça soit quand même pas si mal. À peu près pareil. Mais bon, c'est mieux de pouvoir, de savoir qu'on a le choix de le choisir là, au moment, parce que tu peux pas le changer au moment du divorce. Là. Tu peux le faire plus tard. Tu peux faire un changement de régime en cours de route, mais encore une fois, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir faire le calcul des acquis, tout ça, là, avant de faire le choix. C'est ça. OK, il faut faire le calcul de ce que tu as. Mettons, ça fait 5 ans que tu es société d'acquis, c'est ça, exactement. Puis repartir la séparation bien au moment où on change de régime, ça se peut, mais en effet, c'est plus compliqué. Ça doit être rare que le monde fasse ça.
Oui, c'est rare. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Mais c'est ça. Fait que le contrat de mariage, il faut le faire avant de se marier pour être certain que ça s'applique là, dès le mariage. Là, C'est ça. pour faire le choix de la séparation de biens. Puis je te dirais que c'est bon pour tout le monde, la séparation de biens. Là. C'est peut-être la meilleure option. Effectivement, là, moi, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait être en société d'acquet. Là. Déjà, tu as le patrimoine familial qui est déjà assez suffisant, à mon avis. Mais tu sais, chacun est libre de sa vision de la vie et tout. Par contre, je sais que au niveau de tout ce qui est héritage ou des biens acquis avant le mariage, ben, mettons au niveau des placements, là, ça, des fois, ça devient compliqué. Là. J'ai pas eu vraiment de divorce encore dans ma clientèle, mais je sais que pour certains clients, on avait ouvert un placement à part de l'autre nouveau placement pour que ça soit plus simple, mais c'est rare qu'on fait ça, là, honnêtement. Puis là, en plus, tu as les intérêts de l'autre placement, fait que c'est quand même assez spécial à calculer, là, mais tout ce qui est avant le mariage reste quand même... c'est ça, on va avoir des déductions là, dans ça. Puis tu parlais d'héritage, là, ça va être des biens qui sont propres, donc qui ne sont pas séparés là, en vertu d'un divorce ou d'un décès. Là, donc, exactement. Il existe quand même certaines exceptions dans la loi là, qui fait qu'on dit... En gros, oui, c'est ça. En gros, tout est séparé en deux, mais oui, en effet, il y a les biens propres, puis il y a tout ce qui était acquis. Les biens propres, les biens acquis, hein, c'est ça? C'est ça. Okay. Tout ce qui était aussi, là, qui appartenait à chacun des époux là, avant le mariage. Exact. Ça ne serait pas séparé. Il y a un autre aspect vraiment important, là, que ça, c'est peut-être peu connu, en fait, au niveau de l'assurance vie quand tu es marié. Si tu as nommé comme bénéficiaire ton mari, ton conjoint marié ou ta femme, dans le fond, il y a une révocation qui se fait automatiquement au divorce. Donc ça, je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant parce que souvent, dans des séparations, surtout quand il y a des enfants, on veut garder l'assurance vie à cause des enfants. Puis on se dit, ben, tu sais, vu que je paye déjà soit une pension, tu sais, que je veux payer, puis que c'est mon ex-conjointe qui va, dans le fond, administrer l'argent si les enfants sont mineurs au moment de mon décès, bien, je vais la garder quand même comme bénéficiaire de mon contrat d'assurance vie. Sauf que même si il est quand même écrit, mettons, Georgette Saint-Pierre, là, je viens d'inventer un nom. Mais Georgette n'est plus bénéficiaire, même si c'est écrit, parce qu'au niveau de la loi, il y a eu une fin. C'est révocation, exactement. C'est ça. Puis ça, c'est dans les cas où les gens veulent que ce soit leur ex-conjoint qui administre, parce que ça arrive souvent que... Ça arrive que non. C'est ça, ça arrive très souvent que quand on se sépare, on veut pas que l'argent de nos enfants soit géré par notre... Non, c'est ça. Ça dépend de la... Oui, non, mais ça peut arriver, en effet. Ça arrive, mais généralement, les gens préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, en effet, il faut s'assurer de faire les modifications là, à l'assurance vie, mais aussi au testament. Fait que c'est la même chose un petit peu. Le legs, il est révoqué par le divorce, mais quand même, on va vouloir là, que ce soit géré par quelqu'un d'autre là, pour nos enfants. Ben, on peut vouloir que ce soit géré par quelqu'un d'autre que notre ex-conjoint. Là. Donc, il faut s'assurer d'apporter les modifications là, à notre testament, puis peut-être aussi à notre mandat de protection. Exactement. Puis si on veut qu'il reste, dans le fond, bénéficiaire, il faut me rappeler pour me le dire. Je veux renommer mes bénéficiaires. Mais tu sais, généralement, quand il y a des divorces, nous, on dit, ben là, il faudrait reviser justement tes choses et tout. Puis des fois, il y a des situations qui pourraient même être irrévocables. Là, ça, j'en reparlerai dans ma mini-capsule, là, au pire. Mais c'est rare qu'on voit ça. Fait que ça fait pas mal le tour pour... y avait-tu d'autres points par rapport au contrat qu'on voulait parler? Là, je voulais peut-être parler des contrats pour les conjoints de fait. Parce que, tu sais, on n'arrête pas de dire que c'est comme vraiment épouvantable. Les conjoints de fait, ils n'ont rien, tout ça. Mais il y a quand même des mesures qu'on peut prendre pour avoir quelque chose de similaire à un mariage si, mettons, on veut vraiment pas se marier. Oui, c'est ça. On peut faire ce qu'on appelle une convention de vie commune où on va régler plusieurs aspects là, en cas de séparation ou en cas de décès. Par exemple, au niveau de la propriété, là, souvent, c'est réglé là, dans le contrat d'achat avec le notaire. Si, par exemple, les mises de fonds sont inégales ou si la part, si on paye d'une façon là, différente, mettons, comme tantôt, je disais 60-40 avec notre conjoint, mais on peut venir le recorriger aussi dans la convention de vie commune parce que des fois, c'est des choses qui peuvent changer aussi en cours de route. Donc, il peut y avoir ça. On peut prévoir justement un montant là, pour le conjoint s'il y a séparation. Mais ça pourrait être aussi dans le testament, dans le fond, par défaut, j'imagine aussi. Ah non, c'est plus en cas de séparation. C'est ça, s'il y a une séparation à ce moment-là. Parce que si, dans le testament, souvent, on va laisser tout ça à notre conjoint. Donc, c'est pour ça que c'est important. Mais si on se sépare, ben là, il y a moyen de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Qu'est-ce que chacun va reprendre? Est-ce qu'on prévoit un montant pour, je sais pas, le conjoint qui reste à la maison? Est-ce qu'on prévoit la garde des enfants déjà à l'avance? Tu sais,
c'est Fait ce que genre toi, de tu truc. recommanderais probablement de faire un testament et un contrat de vie commune pour des gens qui C'est sont ça. conjoints de fait. Exactement. Le plus important, c'est le testament parce Oui. qu'une fois qu'on est décédé, on n'est plus là pour dire c'est quoi nos C'est ça. volontés. Tu sais, si on se sépare, on est encore capable de parler, moi, je Oui. pense, des fois. Des fois. Mais c'est déjà mieux que si on est décédé. Oui, ça, Donc, c'est à ce sûr. moment-là, c'est sûr que ça peut... C'est super bien de le faire là, à l'avance si on a des choses très particulières là, à prévoir. Mais tu sais, des conjoints qui seraient 50-50 dans tout, ce qui arrive en cas de séparation, chacun reprend ses trucs, puis la maison séparée 50-50. C'est ça. Ça serait vraiment pour stipuler des choses vraiment importantes. Puis, précises mettons, ou des madame ententes. travaille pas, puis monsieur travaille à temps plein, Absolument. puis là, elle veut s'assurer qu'elle, si elle s'occupe des enfants à la maison, bien que si elle part, elle n'est pas... oui, il y a la pension alimentaire, là, mais que pour elle-même, elle a sacrifié sa carrière, puis qu'elle c'est veut le genre d'entente là, s'assurer... qui peuvent être prises entre les époux. C'est ça. Ça pourrait être des choses assez fréquentes là, qu'on peut voir dans certains dossiers. Exactement. Puis là, je reviens, là, je fais un petit peu du coq à l'âne, là, mais sur justement les contrats de mariage et tout ça, si jamais il n'y a pas de testament de rédigé, il y a quand même possibilité de faire une clause. Oui, dans le contrat de mariage, une clause qu'on appelle l'institution contractuelle et qui vaut pour une disposition testamentaire où les époux vont se léguer les biens. Donc, autrefois, on appelait ça au dernier vivant les biens. Donc, en cas de décès du premier, alors tout revient à l'autre époux. Donc, c'est très valide. Là, c'est une disposition testamentaire qui est applicable au décès. C'est juste que tout va vraiment au complet. C'est ça, au complet. On ne peut pas faire d'autres legs à d'autres personnes parce qu'on ne peut pas avoir un tiers dans le contrat de mariage. Fait que c'est vraiment entre les époux. Et c'est aussi la limite, en fait, du contrat de mariage parce que si on a des enfants puis tous les deux, on décède en même temps, on n'est pas plus gagnant. Exactement. Donc, le testament est beaucoup plus complet puis il y a beaucoup plus de choses qu'on peut prévoir dans le contrat de mariage. Mais il faut savoir que c'est tout à fait valide, là, l'institution contractuelle qu'on retrouve au contrat de mariage. OK. Parfait. Fait que ça, c'est bon à savoir si jamais il n'y a pas de. Mais ça peut être une solution à court terme. Oui, c'est ça. C'est mieux d'avoir un testament, mais c'est mieux d'avoir ça qu'un testament holographe. Oui. Non, c'est ça, exactement. Des fois, les gens vont dire, regarde, on va la mettre le temps qu'on s'achète une maison, tout ça, puis on va revenir te voir, là, je sais pas, dans 5 ans, pour aller plus loin quand on aura des enfants aussi. Exact. C'est valide là, entre les époux. C'est parfait. Ça fait qu'au moins, ça donne une option aussi là, pour les gens. Encore faut-il se marier, par exemple? Oui, il faut se marier, c'est ça. Ça donne une option, mais au contrat de mariage, il faut faire un contrat de mariage aussi. Exactement, oui, c'est ça. Puis tant qu'à être dans les contrats, je voulais qu'on parle un peu de mandat d'inaptitude parce que, tu sais... Souvent, encore une fois, là, je reprends parce que, tu sais, quand on appelle ça une cueillette d'informations, là, fait que, on demande les informations de base, numéro de téléphone, etc. Puis dans les premières questions, c'est souvent est-ce que vous avez un testament, un mandat d'inaptitude ou justement le contrat de vie commune et tout. Puis des fois, les gens me disent oui au testament quand il y en a un. Ouais. Puis, mais souvent, c'est non au mandat d'inaptitude. Puis, tu sais, j'ai l'impression que quand tu fais faire ton testament, il me semble que l'un ne va pas sans l'autre. Mais je pense que dans la tête des gens, le mandat en cas d'inaptitude, c'est plus quand tu es rendu vieux. Mais c'est parce que tu peux être inapte et avoir 20 ans, là. Absolument. C'est sûr que c'est moins probable. Faut penser, en fait, que le mandat, on appelle ça maintenant le mandat de protection, là, mais c'est exactement la même chose que le mandat d'inaptitude. Puis il y a beaucoup de gens qui l'appellent encore le mandat d'inaptitude. Mais le mandat de protection, ça s'applique au moment où, justement, au niveau cognitif, on a des pertes, on n'est plus capable de prendre des décisions pour nous-mêmes. Donc, que ce soit suite à l'Alzheimer, on fait de la démence, ça, c'est peut-être quand on est plus âgé, mais ça peut être un accident, un coma, quelque chose de permanent, en effet, là, par exemple. Mais à ce moment-là, on vient désigner un mandataire qui va prendre toutes les décisions pour nous dans ce document-là. Donc, c'est à ça que ça sert un mandat de protection. Puis, il va prendre les décisions tant au niveau de notre patrimoine, donc de nos biens, que de notre personne, donc la protection de notre personne, les soins de santé, l'hébergement. Donc, c'est vraiment là, important. C'est peut-être que les gens se disent que c'est moins probable quand on est jeune, mais on ne sait jamais. Par exemple, on n'est jamais à l'abri de ça. Là. Mettons que quelqu'un est bien à cheval, c'est statistique, parce qu'il y en a des gens. Oui. Ils vont me dire, ben là, j'ai tant de chances de mourir avant, ou ben, de tomber invalide ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que c'est sûr que si tu te fies sur les stats, ben, c'est sûr que tu as plus de chances d'être inapte quand tu vieillis. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans la vie de tous les jours, il y a plein de situations qui peuvent arriver que dans le fait que tu serais inapte aussi. On va dire que la meilleure chose qui pourrait t'arriver, c'est drôlement présenté, là, la façon dont je vais le dire, c'est que, mettons, tu tombes inapte, mais t'as encore toute ta tête, puis que là, tu veux mettons,
tu veux que quelqu'un s'occupe de tes choses parce que tu as de la réhabilitation à faire, tout ça, j'imagine que c'est quelque chose que tu peux faire après l'événement, mais encore faut-il qu'il puisse le faire, là, tu sais. Ben, là, tu veux dire INAP au niveau physique, le metteur a des limitations physiques. Là. Ça, c'est pas ce qu'on appellerait INAP au sens là, du mandat de protection. Là, mais il pourrait vouloir désigner quelqu'un parce que mettons quelqu'un qui est plus capable de se déplacer puis qui a besoin d'aide là, justement dans ses opérations courantes, faire ses transactions, avoir de l'aide là, au niveau de ses biens. C'est là qu'on pourra préparer une procuration générale donc ou une procuration spécifique si c'est pour un temps déterminé ou encore pour des actes précis. Mais oui, c'est quelque chose qui est possible. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde non plus la procuration générale là, parce que c'est quand même à double tranchant, là, si je peux dire. C'est comme de signer un chèque en blanc là, sur son patrimoine. Mais c'est ça, souvent, lorsqu'on a besoin, on va avoir quelqu'un de confiance. Puis ça peut être super bien. Puis ça peut faciliter là, la tâche là, de ces personnes-là là, qui auraient de la difficulté à se déplacer, par exemple, ou qui sont à l'hôpital puis qui ont encore des transactions à faire. Là, fait que, ben, moi, par exemple, j'ai un client son frère est non-voyant. Puis là, on a eu une situation de décès là, de la conjointe, justement, là, de son frère. Puis il y a une procuration générale parce qu'il a hérité, là, nécessairement, parce que sa conjointe est décédée. Fait que moi, c'est tout avec... on transige, dans le fond, avec mon client qui s'occupe de son frère, mais c'est quand même pour son frère quand même, là, au niveau des produits financiers, tout ça. Fait que, il m'a remis là, la copie de la procuration générale et tout ça. Fait que c'est sûr que, ça prend... Quand on fait une procuration générale, là, ça prend quand même une grande confiance envers la personne parce que là, il peut vraiment administrer de la façon qu'il veut tous les biens sans nécessairement avoir d'accord de la part de... il est autorisé à le faire. Oui, exactement. Ça. Fait qu'il faut y penser quand même. Oui, absolument. Puis, il faut aussi savoir que ce document-là, il va être accepté par les banques seulement lorsqu'il est fait devant notaire. Puis il y a plusieurs institutions aussi, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous aussi. Il faut que ce soit une procuration générale notariée. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils peuvent signer ça là, à leur fils là, sur un document qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais non, parce que pour que justement, nous, on fasse signer un tel document là, à nos clients, de notre rôle, là, donc intrinsèque, là, si je peux dire, c'est qu'on va commencer par s'assurer, premièrement, évidemment, de l'identité de la personne, de sa capacité, parce que pour donner ce pouvoir-là, il faut être apte à le faire. Là. Si on est inapte, là, on tombe dans le mandat de protection, puis là, la procuration générale ne s'applique plus, là, sauf peut-être une petite exception, là, le temps de l'homologation, mais bref, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais donc, c'est ça, on va s'assurer de la capacité puis de la volonté que la personne comprenne bien. Fait que c'est pour ça que la plupart des institutions puis des endroits vont exiger que ce document-là soit fait devant le notaire et non pas là, sur le coin de la table pour autoriser leur fils. Puis ça doit toujours être présenté. C'est vraiment... parce que c'est ça, c'est quand même là, de donner beaucoup de pouvoir là, à quelqu'un. Là, donc, Puis aussi le fait dans les mandats de procuration, c'est ça que tu m'as dit qu'il fallait dire maintenant? Mandat de protection. Mandat de protection, oui, c'est ça. Exactement. Si la personne n'a pas fait justement ces démarches-là, puis on se rend compte dans son entourage qu'elle commence justement à avoir des troubles cognitifs. Exactement. Là, il y a des démarches aussi là, pour faire ça. Là. Vous devez savoir que le mandat de protection, ça ne s'applique pas là, du jour au lendemain. Le conjoint va venir agir pour vous. Là. C'est vraiment, il y a une démarche là, qu'on va appeler l'homologation du mandat de protection où on va s'assurer de l'inaptitude de la personne. Là. Donc, premièrement, il va y avoir un médecin et un travailleur social qui vont évaluer la personne pour confirmer l'inaptitude qui doit être de façon totale et permanente pour qu'on puisse obtenir l'homologation du mandat. Ensuite, une fois qu'on a tous les documents, donc le mandat, les recherches de mandat là, qui confirment que c'est bien le dernier, on va se présenter au tribunal pour avoir un jugement, donc le greffier, parce que c'est souvent le greffier qui va recevoir ces demandes-là. Il va encore une fois s'assurer de l'inaptitude, que le dossier est complet, tout ça. Puis lorsqu'il va rendre le jugement, et une fois que la personne est déclarée inapte dans le jugement, bien, elle n'a plus de droit civil. Donc souvent, les gens vont dire, ben pourquoi c'est long, pourquoi il y a ça de plus? C'est vraiment dans le but de protéger la personne. Oui, c'est ça, parce que, encore une fois, là, une fois que le jugement est rendu, vous ne pouvez plus rien faire. Là. Fait que c'est vraiment là, votre mandataire qui va agir pour vous. Donc, sur tous les aspects, tant au niveau des biens que de la personne. Là. Fait que toute cette démarche-là, c'est dans le but de protéger. Ça surprend des fois les gens. Ils pensent qu'ils vont signer leur mandat puis ils sont corrects. Mais dans le fond, c'est juste si vous devenez inapte là, qu'on va devoir aller l'homologuer. Ça se peut qu'on ne l'utilise jamais, le mandat de protection, puis on va souhaiter ne pas l'utiliser, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est triste quand on est rendu là, mais en même temps, ça protège la personne, justement. Fait que même si c'est des grosses démarches, ben pourquoi qu'il y a des grosses démarches comme ça? Ben
parce que c'est une grosse Ouais. décision Absolument. qui va être administrée, justement. Là, Oui, exactement. Fait que c'est ça. toutes des contrats, des informations super pertinentes. Toi, y a-tu autre chose que tu penses que... Bien, souvent, je me fais demander qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de mandat de protection. Est-ce que c'est le curateur qui s'occupe de oui, moi? c'est une très bonne question. Non, c'est pas le curateur qui va s'occuper de vous. En fait, on va y aller plutôt de l'ouverture d'un régime de protection lorsque il n'y a pas de document de mandat de protection qui a été fait. Donc, votre famille va être convoquée selon les personnes là, qui sont obligatoirement convoquées, donc les parents, frères et sœurs, tout ça, les enfants. Pour aller vite, là, mais à ce moment-là, puis ensemble, tout le monde va décider qui sera la personne qui va s'occuper de vous. Donc, c'est ça souvent qu'on veut éviter. On va éviter la chicane, que ce soit quelqu'un qu'on veut pas nécessairement que ce soit lui qui s'occupe de nous. Donc, en faisant le mandat, c'est nous qui décidons. Puis tout le monde n'est pas nécessairement impliqué parce que tu veux pas nécessairement que tous tes frères et sœurs soient convoqués puis qu'ils soient appelés parents à donner leur avis. Famille, assemblée de parents et d'amis, exactement, qui vont être convoqués pour, tout le monde donne son opinion. Il va y aussi avoir un conseil de tutelle, qui va surveiller. Fait que, ça peut devenir plus compliqué. Puis, il y a aussi des redditions de comptes qui sont maintenant obligatoires, mais lorsqu'on n'a pas de mandat de protection, dans notre mandat, enfin, on peut décider à qui sera due la reddition de compte, mais il y a, lorsqu'on n'en a pas, il y a une reddition de compte qui est due au curateur public. Ah. Donc, ça aussi, ça peut être plus complexe. Donc, souvent, c'est ce qu'on veut éviter, de devoir impliquer le curateur public et le gouvernement là, dans la gestion de ça. Puis, dans le fond, encore une fois, c'est pas pour nous qu'on fait ce document-là, c'est pour nos enfants, c'est pour notre conjoint, pour pas qu'il y ait justement à gérer tout ça, là, s'il nous arrive quelque chose qui peut, encore une fois, là, déjà que nous à gérer, les rendez-vous médicaux, les biens. En plus, il faut qu'ils rendent compte au curateur public. Là, fait que c'est ce qu'on veut. Moi, ce que je retiens de tout ce qu'on a parlé d'aujourd'hui au podcast en tout cas, au podcast, c'est que dans le fond, vous avez toujours le choix, puis ça, c'est des discours que je fais, de gérer vos choses comme vous voulez, de ne pas avoir de testament, de ne pas avoir de contrat de mariage, pas de contrat d'inaptitude, rien du tout. Par contre, le fait d'en avoir de tous ces types de contrats-là, c'est que vous avez l'option de choisir comment ça va se passer. Puis, c'est la même chose quand on parle d'assurance de placement ou quoi que ce soit. Les gens font « Ah, mais tu sais, je vais m'en sortir pareil. » Ben oui, tu vas t'en sortir. Il va y avoir des choses qu'il va faire, il y a des solutions, mais c'est toi qui vas décider est-ce que tu veux que ça soit facile ou difficile, puis avec des frais. Fait que moi, dans la vie, j'aime mieux prévenir que guérir. Là, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais il s'applique à tous les genres de situations. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important que tu viennes nous en parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est pas... oui, on en entend parler, mais on met pas assez ça de l'avant. On va parler de plein de choses par rapport à la finance, mais le volet légal, c'est plate. Là, parler de décès, c'est rare qu'on parle de ça dans le souper d'amis. Il n'y a rien d'excitant à parler de ça. C'est bien plus excitant de parler d'une nouvelle auto qu'on s'est achetée ou un voyage ou quoi que ce soit. Mais c'est important justement de bien planifier les choses pour... surtout penser aux gens qu'on aime. C'est surtout eux qui vont se retrouver avec tout ça. Puis à nous, dans certaines situations aussi, là, quand on parlait de séparation, divorce, comment qu'on veut que ça se passe. Si jamais, en fait, vous voulez communiquer avec Marie-Ève là, pour avoir une rencontre ou quoi que ce soit, je vais mettre ses coordonnées dans les... on a toujours des petits champs là, où on peut communiquer là, avec l'invité. Fait que vous pourrez, je vous invite à prendre rendez-vous avec elle, puis elle va pouvoir aller plus en détail dans votre situation personnelle, professionnelle, d'entreprise et tout. Puis, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Donc, je te remercie vraiment, Marie-Ève, de t'avoir prêté au jeu. Merci de ton invitation. C'est vraiment super. Ça m'a fait plaisir. Fait que manquez pas la prochaine capsule, en fait, la mini-capsule où je vais revenir sur les petits sujets. Ça va être quand même assez court, comme vous le savez, là, c'est toujours un 15-20 minutes. Puis, prochain podcast, ben, c'est une surprise. On ne sait pas encore ça va être quoi. Bonne journée! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!